que l'opposition camerounaise est catégorisée. Il y a l'opposition crédible, intègre. Il y a maintenant l'opposition de ce que j'ai toujours considéré comme l'opposition de l'allégorie de la grande prostituée, où on a les opposants de la grande prostituée de rue, ça veut dire qui sont dans des concubinages à ciel ouvert avec le RDPC, qui vous disent qu'ils sont opposants. Et vous avez les prostituées de luxe, c'est-à-dire ceux qui partent dans des appartements privés du RDPC la nuit et le matin veulent nous faire croire qu'ils sont vraiment des saints. On ne doit donc pas tout mélanger. Il y a des imperfections, nous sommes tout à fait d'accord. Et je l'avais déjà dit ici que sur 10 opposants, sur 10 leaders de l'opposition au Cameroun, 2 sont crédibles, les 8 autres sont soit des fabrications du renouveau, soit des clientélistes en quête de positionnement. Okay. Mais il ne faut pas généraliser. Le RDPC, c'est le parti au pouvoir le plus bête du continent. Est-ce que ça serait poli? Nous sommes des critiques acerbes du système en place, mais je crois qu'arriver à ces extrêmes, c'est un peu difficile de notre part. Au niveau de la méthode, on aimerait avoir les critères qui ont été aux commandes de cette conclusion. Est-ce qu'il y a eu une enquête? Est-ce qu'il y a un échantillon qui a été défini? Et à l'issue d'une analyse, on s'est rendu compte que sur 54 États en Afrique, le Cameroun occupe le dernier rang en matière d'opposition. Je ne crois pas. Est-ce qu'il y a un ranking qui a été publié par Jeune Afrique pour que nous tous, nous le consultons, pour qu'on sache finalement qui est qui dans ce classement? C'est important pour que nous le consultions aussi. Et maintenant, des critères qui ont été relevés par Jeune Afrique. Jeune Afrique a parlé de la candidature unique de l'opposition. Je l'ai toujours dit. Moi, j'ai fait de manière assidue 13 ans, 14 ans de sciences politiques. Je n'ai jamais eu la chance de rencontrer un ouvrage qui relate une situation de candidature unique dans le monde, dans l'histoire politique de la démocratie. Jamais. Alors, c'est tout simplement une chimère. Une chimère qui vise à légitimer les mascarades électorales en Afrique, de la France-Afrique, parce que comme Edmond l'a relevé tout à l'heure, il faut souvent interroger le background de ceux qui émettent des avis ou font des évaluations. Qui est Jeune Afrique? Qui est François Soudan? Comment est-ce qu'il opère? Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai discuté avec certains de ses anciens collaborateurs qui l'ont souvent rencontré au Mont-Fébé. Alors je disais qu'il faut que les uns et les autres, dans leur logique clientéliste ou dans leur affairisme journalistique, ne construisent pas des discours apodictiques, des discours totalement péremptoires sur des éléments qui, ma foi, relèvent tout simplement des contre-vérités. La candidature unique de l'opposition, ça n'a jamais existé. Candidature d'une coalition, oui, mais pas la candidature unique de l'opposition, ça n'a jamais existé. Et même si l'opposition camerounaise n'arrivait pas à dégager un candidat unique, est-ce que cela lui vaudrait le qualificatif des derniers de la classe en matière des oppositions les plus bêtes d'Afrique? Je crois que c'est un peu excessif. Jeune Afrique parle du peuple camerounais ou de l'opposition qui ne s'est pas mobilisée après la mascarade de l'ECAM ou la honte que nous a faite le Conseil constitutionnel. Je crois qu'il faut tenir compte des enjeux, tenir compte également du jeu. Nous savons que nous sommes dans une situation où il n'y a pas encore une certaine homogénéisation des vues au niveau de la démarche contestataire à engager au Cameroun. Ça ne veut dire donc pas qu'il n'y a pas de contestataire. Le manque de convergence de vues ne signifie pas qu'il n'y a pas de bagarreurs dans l'opposition camerounaise. Nous avons vu ce qui s'est passé à Manganga. Je ne sais pas si on avait affaire aux enfants de cœur. On a vu ce que Salman a subi. Donc pour lui faire savoir que même en matière de lutte conventionnelle, ce n'est pas parce que les Camerounais se taisent qu'ils sont faibles. C'est parce que pour le moment, ils n'ont pas encore trouvé un point, un épicentre commun pour pouvoir mener des batailles dans le sens où dans le sens souhaité par François Soudan et son confrère.
Il parle de l'erreur stratégique de Maurice Kamto. Est-ce que ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel à Elekam relevait de la stratégie? Non, c'était du up-high politique pur et simple, et à ce sujet, d'État. Et à ce sujet, je vais rappeler que le MRC a commis un droit de réponse à Jeune Afrique, justement au sujet de cette sortie de Jeune Afrique. Et le MRC indique que la candidature de son ex-président, le professeur Maurice Kamto, a été invalidée, non pas par manque de rigueur ou d'intelligence politique, mais à travers des procédés antidémocratiques grossiers. Et parmi eux, ils parlent notamment de la manipulation qui a été orchestrée autour du Manidem par le MINAT. Ils parlent par exemple des élections législatives municipales qui étaient prévues avant l'élection présidentielle et qui ont été reportées en 2026. Ils parlent de l'arrestation et l'emprisonnement du professeur Maurice Kamto en 2020 en 2019 avec plus de 200 militants du MRC. Donc pour le MRC, ce n'est pas l'hésitation, ce n'est pas un manque d'intelligence politique qui a poussé, n'est-ce pas, à cette invalidation de la candidature de professeur Kamto, mais des manœuvres orchestrées par le pouvoir. C'était pour mettre de la braise à la Je ne sais pas, imaginez, on fait circuler un message dans les voies de communication de nos forces de police en leur faisant savoir que si vous interceptez un document du dossier de candidature de Maurice Kamto, quelque part, il faudra alerter rapidement. Qu'est-ce que la stratégie peut faire à ce moment précis? C'est-à-dire que vous avez pensé votre stratégie d'évoluer en sous-marin, connaissant l'adversaire, mais curieusement, vous vous rendez compte que tous les commissariats sont pratiquement infiltrés et il y a un mot d'ordre. À peine vous faites signer votre document, il est sur les réseaux sociaux et personne ne demande à ce commissaire de s'expliquer sur cet acte, ma foi, qui est totalement illégal. Vous avez évoqué les éléments tout à l'heure. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit à François Soudan que si Kamto avait participé aux élections de 2020 et peut-être aux élections de 2025 au cas où on ne les reportait pas, on n'allait pas fabriquer à la dernière minute, ne serait-ce qu'au niveau du site internet du MINAT, un nouveau président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, ou veut revenir comme ça, mentir en Mondovision, que c'est depuis plutôt 2021 qu'on reconnaît tel comme président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Je vous ai dit, on ne peut mobiliser la stratégie que lorsqu'on a en face des stratèges. Or, des gens qui ont décidé, surtout la branche fondamentaliste, parce que je ne vais pas généraliser, j'ai fait le tour du Cameroun, j'ai discuté, même avec les gars du RDPC. Il y a une branche extrémiste fondamentaliste qui est décomplexée dans sa manière d'agir, de sorte qu'aujourd'hui, et je le dis, je maintiens, je l'assume, je continue de me poser mille et mille questions au sujet de la présence de l'arme dans la salle d'audience au Conseil constitutionnel. Qu'est-ce que l'homme qui avait l'arme voulait faire? Qu'est-ce qu'il voulait faire de cette arme? Tenir Clément Atangana, rappeler à Clément Atangana qu'on te tient, préparer un éventuel coup au cas où Clément Atangana sa bouche glissait et dit que mieux il se suicide ou il finit avec tout le monde. Il y a mille et mille interrogations. Alors pour chuter Duval, il faut rappeler à Jeune Afrique, au-delà des questions de méthode, que l'opposition camerounaise, ce ne sont pas seulement des leaders. L'opposition camerounaise, ce sont tous ces membres des partis d'opposition. Si les leaders ont failli, si les leaders n'arrivent pas à trouver de vraies solutions, je crois que nous avons des engagés. Moi, j'ai fait le tour du Cameroun, je vous assure. Il y a des Camerounais, il y a des mamans qui nous ont agressés à Yagua. Si ces mamans ont Paul Biya en face, je vous assure, elles feraient ce qu'une femme avait fait au sénateur Mbamba à Kribi. Et on ne peut pas cracher comme ça sur tout ce travail qui est fait. Bibou Nissak est en prison. Fogé est en prison, c'est un plaisanteur. Fogé, c'est aussi une bête. Il faut quand même être modéré dans les évaluations. Et j'aimerais rappeler, une fois de plus, aux uns et aux autres, que l'opposition camerounaise est catégorisée. Il y a l'opposition crédible, intègre. Il y a maintenant l'opposition
de ce que j'ai toujours considéré comme l'opposition de l'allégorie de la grande prostituée, où on a les opposants de la grande prostituée de rue, ça veut dire qui sont dans des concubinages à ciel ouvert avec le RDPC, qui vous disent qu'ils sont opposants. Et vous avez les prostituées de luxe, c'est-à-dire ceux qui partent dans des appartements privés du RDPC la nuit et le matin veulent nous faire croire qu'ils sont vraiment des saints. On ne doit donc pas tout mélanger. Il y a des imperfections, nous sommes tout à fait d'accord. Et je l'avais déjà dit ici que sur 10 opposants, sur 10 leaders de l'opposition au Cameroun, 2 sont crédibles, les 8 autres sont soit des fabrications du renouveau, soit des clientélistes en quête de positionnement. Okay. Mais il ne faut pas généraliser. Très bien. Alors, Maître Moustapha Ngwana, quelle est la lecture que vous faites de cette sortie de Jeune Afrique qui fait les gorges chaudes? Je dois dire que je fais déjà mienne les réserves qui ont été formulées par les uns et les autres au sujet de la crédibilité de l'auteur, en l'occurrence M. François Soudan, qui est, il faut le reconnaître, très souvent réputé pour présenter le pouvoir RDPC sous un jour plutôt très reluisant, alors que nous voyons bien la situation dans laquelle se trouve, notre pays. Je dois dire que je suis totalement contre cette assertion qui laisse croire que l'opposition camerounaise serait la plus belle du monde et que la coalition serait, que la candidature unique serait la panacée. Tout à l'heure, j'ai entendu Edmond qui indiquait qu'en 1992, le candidat de l'Union pour le changement avait gagné, mais il me souvient qu'il y avait plusieurs candidatures. L'UDC en avait, l'UNDP en avait, et il y avait le MP en avait également, le chasseur de Lyon à l'époque. Ouais. Donc il y avait une querelle de candidature. Donc s'imaginer que la solution viendrait d'une candidature unique, en réalité, de mon point de vue, c'est la mobilisation anticipée d'une tentative de justification de la fraude dont le RDPC est passé maître. Et mettre dans le ridicule et mettre dans l'opprobre qu'on jette à l'honneur de notre pays. Ce qui retient mon attention, c'est que l'opposition n'est pas bête, mais il y a quand même des opposants dont l'attitude questionne. Parce que questionne et désaxe même le peuple du changement. Parce que quand vous voyez, moi je suis obligé de citer quelques-uns. Lorsque vous voyez par exemple une personne qui a eu la trajectoire de Célestin Djamène et qui un matin se retrouve après toutes les tribulations qu'il a vécues à soutenir la candidature du président Paul Biya, vous posez des questions. Lorsque vous voyez un individu... Célestin Djamène n'est pas sur ce plateau pour se défendre. Non, je suis en train de... Je prends des exemples pour expliquer le contexte camerounais qui est un contexte particulier. Je dis bien que... Peut-être sans citer les noms. Oui, d'accord. Il y en a qui étaient on ne peut plus critiques, qui étaient même virulents et même violents, qui du jour au lendemain, parce qu'on leur a donné la moitié d'un strapontin, ont complètement changé de discours. Ça désaxe le peuple. Et je dois dire également que l'attitude de certains leaders historiques de l'opposition depuis les années 90, même cette espèce de pusillanimité qui les a caractérisés par la suite de leur carrière, soulève diverses interrogations. Lorsque le ministre de l'administration territoriale se retrouve à une émission télé et il dit qu'il y a des gentlemen agreement avec certains candidats de l'opposition, il faut dire que ça gêne. Ce qu'on doit dire, c'est qu'il ne faut pas confondre les oppositions, parce qu'au Cameroun, il y a ce qu'ils appellent les proposants et il y a également les opposants du ministère de l'administration territoriale. Parce que ça, c'est une réalité camerounaise. J'ai l'avantage d'avoir représenté plusieurs leaders politiques au plus haut niveau. Je dis les patrons de formation politique. Et j'avoue qu'ils ne sont pas très nombreux qui ont le Cameroun chevillé au corps. Et ils envoient très souvent, par leur attitude, de très mauvais signaux au peuple camerounais, qui peut amener les gens à avoir des assertions du type
de monsieur François Soudan. Mais il faut dire que dans l'opposition, il y en a qui ont une attitude qui soulève des questionnements, qui amène à douter même de la réalité de leur appartenance à la famille dite de l'opposition. Ils sont bêtes. C'est vous qui êtes un bête. J'ai dit que c'est vous qui êtes un bête. Moi, prêtez-moi de l'argent, mais pas les mots. Et je poursuis. Et il faut également dire une chose, c'est que le contexte camerounais est un contexte particulier. Parce que parfois, pour pouvoir comprendre les événements, il faut s'inscrire dans une perspective historique. Les Camerounais, il y a un traumatisme générationnel qui a été transmis aux Camerounais. Et le Cameroun y avait l'Algérie, l'un des rares pays à avoir obtenu son indépendance en Afrique par la guerre, par la bataille. Et des régions entières de notre pays ont été décimées, ont été dévastées. Et beaucoup de parents ont éduqué leurs enfants avec cette propension au silence, à la capacité à pouvoir prendre sur soi. Et ça finit par rayonner même dans l'environnement politique. Vous voyez, il y a quelques jours, il y a eu des marches en Côte d'Ivoire pour s'opposer au quatrième mandat de M. Alassane Ouattara. Les gens sont descendus dans la rue. Il n'y a pas eu un seul blessé, il n'y a pas eu un seul mort. Au Sénégal, 2 généraux ont été démis de leurs fonctions parce qu'ils ont refusé de réprimer les populations. Donc il faut pouvoir, parfois, lorsqu'on analyse des situations, contextualiser. Le Cameroun, ce n'est pas le Sénégal. Le Cameroun, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Ils ont des avancées, mais les avancées tiennent également de la capacité des différentes institutions à jouer le rôle qui est le leur. Au Cameroun, il y a une violence qui est institutionnalisée. Et ce que les gens ignorent, c'est qu'il n'y a pas plus scientifique que les dictatures. Les dictatures sont scientifiques. Je vais vous expliquer. Je prends un exemple. Vous imaginez que ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel dernièrement, si un diplomate de la Trump d'Emmanuel Sadi avait été ministre de l'administration territoriale, vous croyez qu'il aurait accepté de perpétuer le faux qui a été réalisé là pour pouvoir exclure le Conseil Camto? C'est impossible. Donc ça dit que, mais la dictature, parce qu'elle anticipe sur les coups, elle vous surprend, elle positionne à chaque endroit les personnes qui sont à même de faire la sale besogne. Vous comprenez? Au regard de leur passé, au regard des actes de la vie qui a été la leur, ils peuvent accepter de poser un certain type d'actes que des personnes qui ont une certaine hygiène n'accepteraient pas de poser. Alors donc il faut pouvoir prendre tout ce contexte-là pour pouvoir comprendre que l'opposition camerounaise ne peut pas être traitée de stupide, mais qu'on est dans un système dictatorial qui s'est installé avec des stratèges de la fraude, des stratèges du faux usage de faux, qui ont décidé de ternir de manière irrémédiable l'image de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, si on dit qu'on a l'opposition la plus bête, on a envie de dire qu'on a quand même un pays qui est un peu plus curieux. Le Chandler Institute of Governance vient de faire un classement. Le Cameroun est dernier au monde au niveau de l'influence diplomatique. Est-ce que c'est possible ça? Le président Kennedy recevait Ahidjo au bas de la passerelle. Mais vous imaginez aujourd'hui, vous voyez Donald Trump reçoit les chefs d'État africains, il est assis, tous sont debout autour de lui. Je dis venez recevoir Ahidjo au bas de la passerelle. Le Cameroun a dégringolé sur tous les plans. Donc en réalité, ce dont il faut questionner la gouvernance, la capacité à apporter le bien-être aux Camerounais, c'est d'abord ce qui nous dirige. Donc François Soudan, en un mot comme en mille, perd toute capacité au regard de son passé, de sa relation incestueuse avec le pouvoir RDPC. Il perd toute possibilité de pouvoir donner un avis objectif sur des questions qui intéressent la vie de la nation camerounaise. En quelques secondes avant de donner la parole à Edmond sur la question. Lorsqu'il dit que, plus troublant encore, l'invalidation de Camto n'a soulevé aucune vague de protestation comparable à celle observée en Côte d'Ivoire après l'éviction de Laurent Gbagbo et de Tidjane Djam de la compétition électorale. Cette léthargie nationale, traduit une résignation profonde malgré les frustrations et le désir d'alternance. Vous savez
Et effectivement, il n'y a pas eu de réaction. Il n'y a pas eu de réaction. Il n'y a pas eu de réaction. Et je suppose que ça reste dans le contexte de l'opposition. Ça veut dire qu'il attendait peut-être une réaction des autres hommes politiques de l'opposition. Et pas pour fustiger cette attitude-là. Le peuple, je pense que le peuple, lui, le moment venu, à travers l'élection présidentielle, aura le catalyseur à travers lequel la revendication sociale va pouvoir se mettre en branle. Mais ce qu'il faut regretter, et qui peut être partagé par ceux qui ont lu l'article de François Soudan, c'est qu'on a quand même assisté à un mutisme des leaders de l'opposition en dehors de quelques-uns. Moi, j'ai vu Issa Chiroma, qui a fait une sortie, Akemouna et peut-être Tomaïno, mais pour le reste, c'est comme si les trans jubilatoires. D'ailleurs, je vous ai dit, au Conseil constitutionnel, il y en a qui ont jubilé quand on a reçu la candidature du professeur Kamto. Et ils sont candidats à l'élection présidentielle. Et ils appellent, le professeur Kamto a appelé ses militants ou ses sympathisants à voter pour eux. Donc je veux dire que il y a, mais ce n'est pas ce fait qui m'amènera à dire que l'opposition camerounaise est la plus bête, mais c'est juste qu'il y en a qui font de très mauvais calculs. Ils font de très mauvais calculs. Ils croient que c'est avec une espèce comment dire, qui veut se comporter comme des crabes, qui croient que bon, s'ils n'avancent pas, les autres doivent pas avancer, ou bien qu'ils croient qu'ils ne peuvent exister qu'à travers la chute des autres. Mais je pense qu'ils font fausse route. Parce qu'aujourd'hui, le peuple est tellement clairvoyant, parce que j'étais dans l'arrière-pays. Les gens attendent le mot d'ordre du professeur Kamto. Ils attendent de manière véhémente même le mot d'ordre du professeur Kamto qui arrivera le moment venu. Et mon confrère aîné, Maître Achou, fera la politique dans l'opposition au soir du 12 octobre 2025. Alors, Edmond Kamgia, il faut prier à ça. Cette sortie de François Soudan à Jeune Afrique fait penser également à une autre, celle du collectif d'intellectuels patriotes qui a donc rendu publique une troisième tribune, dans laquelle ce collectif réclame une stratégie commune de l'opposition. Donc dans cette tribune, ce collectif demande à l'opposition de s'unir pour favoriser une alternance politique lors de la prochaine élection présidentielle. Il demande à ces candidats à l'élection présidentielle de l'opposition de mener des négociations sérieuses et de mettre de côté leurs ambitions personnelles pour privilégier une stratégie commune et une candidature unique. Ce discours, c'est déjà entendu. Et un certain nombre d'analystes politiques soutiennent que ce sont des éléments de langage qui sont produits dans certains cabinets français. Oui, tout à fait. Et avec tout le respect que je dois à ces compatriotes universitaires, je pense que dans leur esprit, il y a comme une petite confusion. Oui, je suis d'accord, il faut que l'opposition s'unisse. Mais pas forcément pour une candidature unique. Parce que, en fait, la notion, le concept même de candidature unique sort des laboratoires des cabinets français. Et je pourrais en citer ici des experts, des conseillers en communication qui ont travaillé ces concepts-là et qui ont toujours été, depuis les années 90 jusqu'à ce jour, aux côtés de certains chefs d'État, notamment des chefs d'État francophones, pour justifier leur forfaiture, leur victoire électorale face à l'opposition, ont tout mis derrière ce qu'ils appellent la candidature unique. Je pense à Patricia Balm, présidente fondatrice de PBCom International, conseiller en communication, que le président Paul Biya a reçu à plusieurs occasions avant les élections présidentielles. Au moins, là, elle était reçue au moins 2 ou 3 fois au palais d'Itoudi, Patricia Balm. Je pense au cabinet je pense à Anne Meyo, la présidente fondatrice de Image 7, qui est une société de conseil en communication, qui travaille également avec plusieurs chefs d'État africains. Qui a travaillé avec Ouattara. Et il y en a qui ont travaillé avec, et il y a des MAPER, il y a des MAFIS. Et avec le père Bongo aussi, de regretter mémoire. Je pense à Stéphane Fuchs, vice-président de Havas, qui est également conseiller en communication, qui travaille également dans le même sens. Il faut dire que tous ces conseillers en communication travaillent dans le cadre de la France-Afrique. C'est-à-dire, en fait, c'est le système de la France-Afrique qui vise à garder un certain type de dignitaires, des dirigeants africains en fonction pour pouvoir, à travers ces dirigeants, continuer à prélever les ressources de ces pays-là. Je pense aussi et surtout à Jacques Séguéla, dont on a vu la capacité
et son expertise dans l'élection en 1981 de François Mitterrand avec le concept de la force tranquille. Et il faut dire qu'il a travaillé avec d'autres experts que j'ai cités tantôt, Stéphane Fuchs, et tous travaillent pour rendre, pour faire passer des messages que récupèrent les communicants. Et donc pratiquement c'est le même refrain qui revient dans les pays francophones avec l'élection présidentielle. Exactement. Pas de coalition de l'opposition, pas de victoire. Oui, exactement. Non, pas de coalition. Pas de, il dit de candidature unique. Il dit s'il n'y a pas de candidature unique, il dit s'il n'y a pas de candidature unique, on peut comprendre que les dirigeants qui sont en fonction gagnent les élections. Donc c'est un faux concept qu'on n'a vu nulle part, qui n'a jamais prospéré nulle part. Ça n'existe pas, la candidature unique. Je pense par contre, dans l'esprit de plusieurs de ses compatriotes universitaires, ils souhaitent, comme ils le disent, que l'opposition s'unisse. Mais ce n'est pas la solution, la candidature unique. C'est une dynamique. C'est une dynamique de l'opposition. C'est une dynamique autour d'un candidat qui coalise avec le peuple, qui est capable à mobiliser à l'intérieur comme à l'extérieur, et que d'autres formations politiques viennent se greffer à sa formation politique. C'est là davantage le principe qu'il faut retenir, sauf ce type de coalition avec le peuple, avec un candidat capable de mobiliser, qui est intègre, qui a suffisamment démontré qu'il aime son pays, qu'il aime son peuple, qui est près de son peuple, qui n'est pas invisible, qui est visible, qui est sur le terrain, qu'on voit, et qui a suffisamment démontré depuis qu'il est dans l'action politique, qu'il veut l'intérêt général, qu'il veut travailler pour le peuple camerounais. Donc c'est ce type de candidat-là que le peuple a besoin. Et le peuple l'a compris. J'ai dit que le peuple a compris. Je vais donner un exemple qui démontre que, contrairement à ce qui a été dit, la léthargie, le peuple qui ne réagit pas, non, c'est faux. Il ne faut pas croire que le peuple ne réagit pas. Le peuple suit attentivement tout ce qui se passe, c'est la majorité silencieuse. Le peuple, le Cameroun actuellement c'est un volcan endormi qui peut exploser à tout moment. Mais je pense que les Camerounais aiment la paix, aiment la stabilité. Les Camerounais sont suffisamment conscients des enjeux. Dans ce jeu politique, que le parti au pouvoir, que le système, le régime en place est en train d'insérer des éléments malsains et pour transformer les institutions qui auraient dû être démocratiques en institutions à sa solde. Je pense à l'ECAM, je pense au Conseil constitutionnel, qui n'ont pas donné une bonne image de ce qu'ils devraient être des organes indépendants. D'après la loi qui crée l'ECAM, Élections Cameroun est censé être un organe indépendant. Mais ceux qui dirigent le Conseil électoral, comme la Direction générale des élections, ont démontré à travers la liste qu'ils ont publiée qu'il n'y a pas une volonté réelle d'être indépendant. Le Conseil constitutionnel également a démontré qu'il n'y a pas une volonté réelle d'être indépendant, mais parce tout le monde a vu comment ils ont subi des pressions au point de valider le faux et de démontrer qu'en réalité, ils sont également à la solde du régime en place, du parti au pouvoir. Et ça décrédibilise ces institutions qu'on appelle l'ECAM, qui devraient être indépendants, le Conseil constitutionnel qui devrait être indépendant. Si vous le permettez, je vais donner un exemple qui démontre et qui va démontrer suffisamment qu'on n'a pas besoin d'une candidature ni pour remporter les élections. J'ai parlé tout à l'heure de 1992 avec les résultats qu'on sait que Nidjon Frundi a remporté, mais dont la victoire a été volée. Je vais prendre un exemple récent en Afrique, sur le Sénégal. On sait qu'au Sénégal, c'est l'élection présidentielle à 2 tours. Mais Diomaye Faye l'a remporté dès le premier tour, à la majorité absolue. Et permettez que je rappelle quelques résultats de ce scrutin où Diomaye Faye au Sénégal a remporté dès le premier tour. Face au candidat du parti au pouvoir, qui était soutenu par le président sortant, qui avait déjà fait ses 2 mandats, a essayé de faire un 3e mandat, n'a pas pu, parce que le Conseil constitutionnel l'a ramené sur le droit chemin, mais qui a soutenu Amadouba, qui était le candidat du parti au pouvoir. Diomaye Faye a gagné dès le premier tour. J'ai dit dès le premier tour.